Salut tout le monde, merci d'être venu. Je m'appelle Mohamed Afifi, mais simplement, en général, les gens m'appellent Afifi. Je suis d'origine égyptienne, je suis né pas très loin des pyramides en vrai. Et je suis doctorant en troisième année à la Sorbonne. Avant de faire ma thèse, j'étais en sciences dures. Mais après le bac, j'ai décidé en fait de changer complètement de direction et de m'orienter vers les sciences sociales et en particulier l'économie. Avec cette décision très brillante, apparemment, je m'éloigne complètement des métiers traditionnels de ma famille égyptienne, qui voulait bien évidemment me voir, certainement, un médecin. Bon, écoutez la famille, je serai potentiellement docteur, ok, mais juste pas en médecine, c'est tout. Bon, assez parlé de moi, cette année, on va faire les choses de façon différente. Avant de vous présenter nos sujets, on va tout simplement essayer de vous expliquer comment on fait une thèse en économie. Je commence. Une question très simple, c'est quoi une thèse en économie? Bon, essayons de chercher une définition. Bon, une thèse en économie, c'est échapper à la vie adulte en prolongeant encore les études, à passer plusieurs années à travailler sur une question très précise, à écrire plusieurs articles, beaucoup de doutes, beaucoup de temps et apparemment beaucoup de café. Bon, je laisse tomber. En parlant temps d'ailleurs, j'ai un petit conseil pour tout le monde. Justement, comme on ne demande pas le salaire à quelqu'un, il ne faut absolument pas demander à un doctorant quand est-ce qu'il va finir sa thèse. S'il vous plaît, ça c'est une question interdite. Donc, plus sérieusement, faire une thèse, le fait de faire une thèse, en fait, il faut faire ce qu'on appelle une contribution. C'est-à-dire que c'est pas, on essaye d'expliquer un mécanisme ou un phénomène économique, soit de façon générale, soit dans un contexte bien précis, mais que personne en fait n'a complètement expliqué, ou justement on peut ajouter quelque chose de nouveau. C'est ça justement qu'on appelle en économie une contribution. Le but du jeu, c'est pas forcément de révolutionner le monde, le but c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, ma contribution est liée à des thématiques justement qui sont du commerce international. Donc c'est quoi le commerce international? C'est les échanges de biens, de services, de capitaux, de personnes, mais moi, des idées aussi. Mais moi, ma thèse, je me concentre surtout vers les produits, les biens. Donc les biens qui entrent dans mon pays, j'appelle ça des importations. Les biens que je vends et j'exporte, on appelle donc les exportations. Et donc, avec ça, autre chose aussi, pour être clair, c'est quand je dis que la France exporte ou importe, je parle que en fait, les entreprises françaises qui importent et exportent. Donc derrière ça, il y a des règles, il y a des outils, il y a des politiques qui justement influencent et organisent comment ce commerce international fonctionne avec les entreprises. Donc une première étape pour ma thèse, cette question, du coup, c'est quoi ces règles et c'est quoi ces politiques utilisées pour influencer la décision des entreprises? D'où vient donc le fameux titre des règles invisibles? Quand on fait nos achats dans le supermarché, dans nos produits, il y a énormément d'informations. Parfois, il y en a trop, on ne sait pas quoi regarder, on ne sait pas bio, pas bio, etc. Donc ça, c'est le côté visible des règles. Mais derrière tout ça, derrière ces produits, en fait, avant que ça arrive au supermarché, ça passe par des ports, par des inspections, et même derrière tout ça, justement, il y a ces règles, il y a ces normes, il y a ces politiques qui organisent comment le bien est fabriqué, comment on peut échanger, etc. Donc, d'une part, on a les règles. Les règles, c'est fixé par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui est à Genève. Bon, normalement, on doit respecter les règles par l'OMC. Donc ça, c'est un. Donc ça, c'est les règles du jeu. D'autre part, on a les outils. Donc les outils, ce qu'on appelle, c'est les politiques commerciales. C'est les outils utilisés par les gouvernements pour justement réguler le commerce interne, mais aussi, justement, je veux protéger et rendre mes entreprises toujours compétitives, justement avec la concurrence qui vient de l'extérieur, mais tout autant profitant justement du commerce international. Donc, quand on pense aux outils, ce qui peut venir à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les barrières tarifaires, c'est les droits de douane. C'est de dire, OK, moi je suis un gouvernement, j'ai des entreprises qui fabriquent ou qui produisent des écrans. Je vais dire, OK, si je veux protéger mes producteurs domestiques, je vais mettre 100% de droits de douane sur cet écran. Okay. Donc une entreprise chez moi, si elle veut importer cet écran de l'extérieur, elle doit payer double. Ce qui naturellement va inciter cette entreprise justement à aller chercher localement.
Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et avec la création de l'Organisation mondiale du commerce, les règles du jeu ont dit que tout le monde doit réduire les droits de douane. Bon, disons que les pays qui respectent ces règles vont essayer de chercher d'autres outils pour essayer de toujours protéger les entreprises domestiques. Et ça, c'est au cœur de ma thèse, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Donc si je reviens à mon exemple, au lieu de dire je vais mettre combien de pourcents de droits de douane sur mon écran, je vais dire, OK, si cet écran ne respecte pas telle norme ou telle exigence technique, ou qui ne réussit pas à passer un certain test, je ne l'importe pas. Donc ça peut être des normes sanitaires, par exemple au niveau des fruits, qu'il ne faut pas utiliser certains pesticides, sinon je ne l'importe pas. Ça peut être des exigences techniques, ça peut être des certifications qu'il faut absolument acheter pour faire entrer ce bien dans mon pays. Donc ces barrières non tarifaires peuvent être tout à fait légitimes et doivent même être justifiées. Pourquoi je fais ça? Je vais écrire sur le texte pour protéger la santé humaine, pour protéger l'environnement, pour protéger la vie des animaux. Mais en fait, qui dit règle, dit aussi interprétation différente. On n'est pas tous d'accord sur la justification, sur pourquoi je protège la santé humaine, comment on peut justifier ça, parce que ça crée bien sûr des conflits. Et tout le monde n'est pas d'accord comment on justifie ces barrières non tarifaires. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Mais je simplifie beaucoup. L'OMC, les pays doivent, à chaque fois qu'ils mettent cette barrière non tarifaire, doivent notifier tout le monde, tous les membres. J'ai mis aujourd'hui telle mesure non tarifaire sur les écrans, je veux que ça respecte telle ou telle exigence technique et j'essaye de protéger mes consommateurs. Je dois envoyer ça à tout le monde. Et si l'un d'entre vous estime que cette mesure elle est injustifiable, qu'elle crée une barrière qui n'est pas nécessaire au commerce, vous pouvez tout simplement contester cette règle. Et là, on assiste à un procès, presque un procès international, avec des avocats, avec des économistes qui essayent justement de défendre les intérêts de chaque pays. Donc avec ça, une petite anecdote. Il y a eu un litige entre le Pérou, donc un désaccord entre le Pérou et l'Union européenne sur le simple fait de commercialiser ou d'appeler un poisson sardine. Bon, je n'ai pas ramené de sardines avec moi, enfin, presque. Voici ma boîte de sardines. Je la pose là. Il y a eu des réglementations européennes qui disaient en fait qu'une seule espèce qu'on pêche a le droit d'être appelée sardine sur la boîte sur le territoire européen. C'est celle qui s'appelle Sardina pilchardus. Bon, le Pérou pêchait et exportait une autre espèce très proche de cette espèce-là qui s'appelle Sardinops sagax. Bon, vous avez compris, les Européens ils ne voulaient pas les poissons ou les sardines péruviennes pour simplement protéger les pêcheurs domestiques. Et le Pérou a dit, au niveau de juste qu'on nomme cette espèce, les espèces sont très proches, du coup, un litige, on est au commerce inter, à l'OMC qui joue le rôle d'arbitre. Et là, la question devient presque familiale. Est-ce que la cousine de la sardine européenne qui vient du Pacifique peut simplement s'appeler sardine? Bon, après plusieurs mois de discussion et de consultation dans un tribunal, la réponse a été oui. Bon, revenons à ma thèse parce qu'à la fin, il faut la finir, il faut rédiger des articles. Donc, pour revenir à ma question, du coup, quand on met ces mesures non tarifaires, ces exigences techniques, du coup, comment ça influence les décisions des entreprises en termes d'importation, en termes de production et en termes d'innovation. Et j'ai plusieurs cas de figure, mais aujourd'hui, je vais parler de mon chapitre sur le cas indien. Donc, au début des années 2000, l'Inde commence à introduire ces exigences et ces barrières non tarifaires sur plusieurs produits qui étaient justement contestés par de nombreux partenaires commerciaux. Ce que je trouve en conclusion, en fait, que les entreprises indiennes, leur importation baisse parce qu'ils voient leurs produits bloqués dans des ports, ça devient plus coûteux, ça affecte leurs profits, leurs marges et potentiellement leur capacité à innover. Et d'autre part, j'observe que les entreprises étrangères doivent payer justement ces certifications pour avoir toujours accès au marché indien et continuer à exporter leurs produits. Et bien sûr, ces résultats, je trouve que c'est différent selon la taille de l'entreprise, selon le secteur où se trouve l'entreprise, parce qu'un secteur peut profiter et pas l'autre. Donc en gros, je peux dire que mes recherches essayent d'expliquer quand on met ces normes et ces barrières non tarifaires, ça affecte directement. Donc moi, j'étudie le côté entreprise et on sait que potentiellement, il y aura pas mal de conséquences sur le consommateur. Donc pour finir,
vous savez bien, comme on le voit, que le commerce international, c'est profondément d'actualité. Donc, dans un monde plein de conflits et de rivalités entre les pays, le pouvoir et même la puissance politique et les intérêts jouent un rôle central qui dépasse même ces règles du jeu. Donc si on veut comprendre ou essayer de comprendre ce monde dans lequel on vit et espérer un jour le changer, ça commence par nous, par les chercheurs, par les passionnés, par tous ceux qui veulent comprendre et enrichir nos connaissances. Merci.